Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 38. Je suis en compagnie d'Adrien. Comment ça va, Adrien? Salut, boss, ça va moyen, j'ai un gros rhume. Oh Je te le ben disais en off. Oui, voilà, je suis pris du nez, donc ça doit s'entendre un tout petit peu. Donc m'en voulez pas si j'éternue, si je me mouche un petit peu, j'essaierai d'être discret. Pour une fois que C'est pas c'est évident toi là. et pas moi. Pour une fois que c'est moi, exactement, ouais. Mais je vais tenir, hein, parce que Pop News, je rate pas Pop News, moi, ok? Allez, on rate pas Pop Voilà, News. Un allez. épisode en featuring avec la morve d'Adrien, donc merci à tous. Marvin. Qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Il s'est passé pas mal de choses depuis la semaine dernière. Tous les lundis, on est à 20h30 sur twitch.tv/p0pnews, mais on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast qui comptent, ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui sont dans tous les sens. On a Instagram, on a TikTok, on a YouTube, on a Dailymotion, on a Twitter, on a Facebook, on a WhatsApp, on a Threads, on a j'en passe et des meilleurs. Rejoignez-nous. On a Blue Sky, on a aussi Discord. Rejoignez-nous sur Discord pour discuter et partager des mèmes autour de Dune 2. Ça nous fera très plaisir, bien entendu. Et puis si vous voulez nous donner un petit pourboire, c'est sur Ko-fi que ça se passe. Et vous pourrez même participer à l'émission via des questions. Ça nous ferait très plaisir de vous avoir parmi nos soutiens. On va partir tout de suite, Adrien, si tu le veux bien, avec le menu des brèves cette semaine qui se terminera même avec une petite nouveauté, un inédit, une petite phase, on va dire, de rapid fire, des brèves qu'on va pas traiter mais qu'on a quand même envie de vous glisser. Bref, on commence tout de suite, si tu veux bien, avec une news qui nous rend quand même très triste. C'est Très triste, un décès. Exactement, et pas n'importe quel décès, le décès d'Akira Toriyama, le célèbre mangaka, évidemment connu pour la série Dragon Ball, qui est décédé le 1er mars dernier à l'âge de 68 ans, des suites d'un hématome sous-dural. C'est un communiqué de la maison d'édition de Toriyama qu'il a indiqué au Japon. Pour la petite histoire, Toriyama est né à Nagoya en 1955, c'était évidemment donc l'auteur de Dragon Ball, comme je l'ai dit, aussi de Dr. Slump et d'autres œuvres. Il a aussi participé à des jeux vidéo. Il a été l'auteur le plus influent sûrement des dernières années au Japon. Il a connu un succès mondial donc avec Dragon Ball, avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus. Ça a été vraiment la série qui a permis de populariser le manga dans le monde, et évidemment encore plus en Europe dès la fin des années 80, milieu des années 80. C'est vraiment une nouvelle super triste. Ça a été une onde de choc au Japon et dans le monde entier. Il y a eu énormément d'hommages de part et d'autre, que ce soit des fans, mais aussi des mangaka qui en fait, suivent l'œuvre du maître depuis des années, et des mangaka qui ont été inspirés par Toriyama pour devenir eux-mêmes de grands mangaka. On pense évidemment à Eiichiro Oda de One Piece, qui a fait un super communiqué pour saluer la mémoire de Toriyama. Il y a évidemment l'auteur de Naruto, celui de Bleach, etc., qui se sont joints à lui, et c'est une vraie nouvelle qui fait mal un petit peu à l'enfance, hein, entre guillemets. C'est vrai que ça tue quelque chose, et l'œuvre de Toriyama sera encore plus forte, je pense, aujourd'hui, parce qu'elle symbolise quelque chose de très important pour de nombreux jeunes et jeunes adultes des années qui ont grandi dans les années 80-90. Toi, je sais pas ce que ça te fait. Je sais que t'es pas un grand lecteur de Dragon Ball, mais en tout cas moi ça m'a touché. Ouais, moi ça me touche beaucoup. Alors moi je suis familier évidemment avec l'œuvre visuelle de Toriyama, mais j'ai jamais eu l'occasion de regarder Dragon Ball quand j'étais gamin, parce que j'avais pas le droit de regarder ces choses-là à la télé quand j'étais enfant. Voilà, ce genre de choses. Donc j'ai raté le train. Ouais. Et mais c'est une œuvre qui m'a toujours interpellé, qui m'a toujours fait envie, et que j'ai jamais pris le temps trop de lancer, mais que je ferai un jour, c'est sûr, parce que c'est tellement séminal pour beaucoup de monde que déjà ça me fait un peu mal de pas avoir les refs. Oui. Aussi, mais ça me fait vraiment envie de regarder ça, quoi. Et de lire ça. Donc honnêtement, un de ces quatre, je m'y mettrai, c'est sûr.
L'îlet, ça va très vite. Dragon Ouais. Ball, ça se lit très bien et ça n'a pas vieilli, quoi. Ouais. En plus, t'aimes bien Naruto, t'aimes bien les mangas. Ouais, j'aime bien Oui, ça. non, mais tu Et vas, puis, tu vas adorer. C'est un peu le daron du shonen, hein, ouais, et Dragon puis Ball, c'est donc, vrai que il a aussi beaucoup inspiré, de par son style, la saga Dragon Quest aussi, bah bien en sûr, jeu c'est lui, le vidéo. visuel, Donc c'est lui. voilà, donc forcément. Chrono Trigger, c'est lui Mhm. aussi. D'ailleurs, pour la petite info, on m'a dit récemment, je savais pas qu'il y avait un Easter egg dans Chrono Trigger qui rend hommage à son fils, en fait. Dans lequel il dit regarde, papa, il a travaillé dans un jeu vidéo, c'est une salle cachée de Chrono Trigger. Ah, c'est Et qui stylé. est à son fils Sasuke, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Donc C'est stylé. c'est un grand mangaka, évidemment. Ouais. Et au-delà de ça, une grande personnalité. Parce que même si on connaissait pas Hmm. la personne, Dragon Ball a marqué même ceux qui n'ont jamais de vu fou. ou lu Dragon Ball. Donc, Ça fait ouais. partie des choses que tout le monde connaît. C'est la culture pop, Malgré tout. on parle culture pop tous les lundis, et c'est Exactement. vraiment la culture populaire par Ouais. excellence, quoi. On pouvait pas ne pas en parler. Non. On va vous parler de d'une partie 3. Oui, puisque c'est pas parce qu'on n'a pas trop aimé la partie 1 et la partie 2 qu'on ne va pas vous parler de la partie 3. Et oui, d'ailleurs, allez voir notre critique qui est disponible sur YouTube et sur Dailymotion. Ça vous intéressera peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi on n'a pas aimé. Vous aurez toutes les réponses là-dedans. Il y a 25 minutes de vidéo. C'est franchement assez rapide à écouter. D'une partie 2 cartonne au box-office. Tu nous en parleras tout à l'heure dans ton point box-office, Adrien. Et on a des nouvelles sur une potentielle partie 3 qui pour l'instant n'est pas encore officialisée ni commandée. Mais le PDG de Legendary, qui fait partie des co-diffuseurs, des coproducteurs d'une partie 1 et d'une partie 3, nous donne un motif d'espoir. C'est Josh Grodd, qui est donc le PDG du studio, qui nous dit « Nous sommes activement impliqués dans Dune partie 3 ». Voilà ce que je dirais pour le moment. Alors ça veut pas forcément dire que c'est commandé, mais qui sont quand même assez fans de l'idée et qu'ils développent. Ils sont assez intéressés par développer une troisième partie, donc le Messie de Dune, le fameux, dont on vous avait déjà parlé dans notre guide sur la question Dune 2 avant la sortie. Denis Villeneuve s'intéresse beaucoup à clôturer une trilogie d'une partie 1, partie 2, partie 3, avec du coup le Messie de Dune de Frank Herbert, qui devrait être son dernier film Dune dans cet univers en tout cas. Pour rappel, tout de même, c'est 500 millions de dollars évalués pour le seuil de rentabilité de Dune partie 2. Et il pourrait, d'après les analystes à l'heure actuelle, empocher entre 600 et 700 millions de dollars à la fin de son run. Comment il spoil mon point box office, Je suis désolé, okay. Mais ça faisait partie de la news. Et ça a été surtout un gros risque de décaler la date de sortie de novembre à mars. Et au final, ça a plutôt bien marché parce que ils se sont permis d'avoir toutes leurs stars disponibles pour faire la promotion et battre le rappel. Et ça a très très bien marché, notamment sur le cœur de cible, qui est la cible privilégiée aux États-Unis, qui sont les 18-35 ans, qui sont ceux qui vont le plus au cinéma aux États-Unis. Et il y a eu une progression en fait sur ces deux cibles-là entre Dune 1 et Dune 2, puisque Dune 1, 14% des 15-25 y allaient, alors contre 18% pour Dune 2, et les 26-35 c'était 20% pour Dune 1, et maintenant c'est 28% pour Dune 2. Donc on voit que la promotion a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, et c'est en partie pour ça que ça cartonne à ce point-là, mais tu nous donneras tous les chiffres tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un autre film qui a carrément marché en 2023, c'est Super Mario Bros, le film, qui va avoir une suite. Évidemment, on s'en doutait, hein, c'est ce qu'on s'était dit en off dès le générique de fin, qui d'ailleurs, spoiler, annonce une suite, hein, donc c'était très logique que ça se passe. Nintendo allait annoncer une suite au film Super Mario Bros, le film, donc ça c'est en préparation, et la sortie est prévue pour le 3 avril 2026, avec les mêmes réalisateurs à la barre, Aaron Horvath et Michael Jelenic. Le premier film, donc tu l'as dit, est sorti en 2023 et a été un vrai succès au box-office puisqu'il a dépassé le $1 milliard de recettes. Shigeru Miyamoto de Nintendo et Chris Meledandri du studio Illumination ont fait l'annonce du Super Mario Bros, le film numéro 2, lors d'une vidéo diffusée à l'occasion de la journée Mario, qui est célébrée chaque année le 10 mars. Et les réalisateurs ont déclaré être déjà occupés à concevoir de nouveaux décors et à storyboarder les scènes pour ce nouvel opus. Donc ils sont déjà en train de taffer. Pour rappel, le premier film racontait l'histoire des origines de Mario et de Luigi, qui sont devenus célèbres grâce aux jeux vidéo. Et pour cette suite, Nintendo envisage d'élargir l'univers de Mario avec une histoire lumineuse et divertissante.
C'est voilà. bon ça. On imagine que Yoshi, peut-être, sera de la partie. Ah ouais. Voilà, désolé du spoil, mais c'était le caméo de fin de Mario le spoil. film. Désolé, voilà, Yoshi, voilà, c'est quand même un gros morceau. Et moi, je table aussi sur une sortie prochaine, mais pas tout de suite, d'un film à la Avengers en mode Super Smash Bros. Mêlé. Ah ouais, plus tard. Enfin, pas mêlé, mais Super Smash plus tard, bien sûr, qui réunira les grandes figures de Nintendo. Mais ça, il faudra peut-être attendre d'autres films pour que ça se passe. Et c'est sûr et certain que si ça continue, on aura le droit. Et on rappelle aussi que dans les cartons, un film Zelda est en préparation. En live action, en prise de vue réelle, pas en dessin animé. Exactement, ce qui nous avait beaucoup surpris au moment de l'annonce de cette news. Exactement, on en reparlera d'ici quelques ans, c'est sûr. Autre news qui ne surprendra pas grand monde, c'est le renouvellement pour 2 saisons d'Avatar, le dernier maître de l'air. Avatar, le dernier maître de l'air qui fait un carton sur Netflix avec de très jolis chiffres de visionnage sur les 11 premiers jours. Ils ont réalisé 41,1 millions de vues dans le monde. On s'imagine évidemment que ça continue sur les mêmes tendances, puisque Netflix a annoncé du coup, c'est 15 jours après la sortie de l'intégralité de la saison 1, qu'il n'y aurait pas une, mais 2 saisons de suite pour ce show Avatar, le dernier maître de l'air, qui est donc adapté de la série animée du même nom. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une mais 2 saisons, et donc que ça devrait a priori adapter les 2 dernières saisons du show original animé. Et pourquoi annoncer les 2 en même temps ? Ça permettra sans doute de les tourner à peu près en même temps, ce qui permettra de limiter l'effet un peu bizarre des enfants acteurs qui vieillissent trop par rapport à leurs personnages. On sait que c'est un problème qu'a Stranger Things. Ça sera moins le problème avec Avatar de Last Airbender, encore qu'il y aura un gap forcément entre la saison 1 et la saison 2. Entre-temps, chaque acteur a pris 3 ans. Donc, et sur certains, ça se voit quand même beaucoup. Oui. Mais en tout cas, on imagine que la série s'arrêtera au bout de 3 saisons, comme le dessin animé originel. Et derrière, si ça cartonne toujours, Netflix va probablement, on l'imagine, commander La Légende de Korra, qui est la suite 100 ans plus tard dans cet univers. Oui, c'est pas déconnant, mais c'est vrai que c'est pas déconnant, et c'est assez étonnant quand même que ça marche mieux que One Piece. Je pensais pas qu'Avatar performerait autant, voire mieux que One Piece, qui pour moi était plus attendu peut-être qu'une adaptation live action. La grande question, alors déjà les États-Unis adorent Avatar, le dernier maître de l'air, et la grande question c'est aussi est-ce que ça va perdurer sur le long terme, et ça c'est toujours une question qui se pose pour les originaux Netflix, et qui est une donnée extrêmement importante pour les analystes internes chez Netflix. Donc ça, a priori, la réponse a été donnée et est plutôt positive. Ouais. Bon, moi j'ai toujours pas regardé, donc je peux pas juger. Non, mais je vous en parle à la fin de cette émission, dans la section Reco. Eh ben on se garde ça pour tout à l'heure. Exactement. On en avait parlé à une époque en reco, de la saison 1 et la saison 2. C'est Upload, la série Prime Video qui s'offre une saison 4. Ouais, qui sera la dernière. Donc Prime Video a renouvelé la série Upload pour une 4e et dernière saison. C'est une comédie de Greg Daniels. Greg Daniels qui est lui responsable du remake de The Office US. À la base, c'est Ricky Gervais en Angleterre qui avait lancé The Office. Greg Daniels qui avait aussi chapeauté Parks and Recreation. Donc c'est un grand nom de la comédie. Upload qui est une très bonne comédie dystopique en fait, dans laquelle on est plongé dans un futur technologique où les gens peuvent être téléchargés dans une réalité virtuelle après leur mort. Dès la première saison, en fait, on suit une personne téléchargée dans un hôtel de luxe, vraiment où il peut juste claquer des doigts et dire là je veux être habillé en smoking, ce soir je veux avoir les plus belles femmes à mes pieds, je veux manger le meilleur foie gras du monde, le etc. métavers. C'est le métavers, en fait, c'est vraiment ça, et ça nous permet en fait de critiquer notre société de consommation, ça permet de critiquer notamment notre addiction aux réseaux sociaux, le fait qu'on veuille tout de suite en instantané, etc. C'est une bonne série, c'est pas une incroyable série, mais c'est vrai que les 2 premières étaient super. Là, la 3e qui a été diffusée en novembre dernier, je trouve qu'elle est un peu en régime tranquille et qu'ils ont plus beaucoup de choses à dire, donc c'est un peu dommage, et en plus il y a beaucoup plus de phases dans le monde réel que dans le monde virtuel, donc c'est un peu compliqué. Et la 4e, c'est pas plus mal que ça s'arrête avec la 4e, j'espère qu'ils partiront avec quelque chose d'assez explosif, mais plus on regarde la série, moins on apprécie aussi, donc c'est un peu compliqué ce genre de série où ça monte pas en puissance, tu vois, mais c'est indécent. Le concept était fort, mais au final ils ont moins de choses à dire que ce qu'on croyait. Exactement, et c'est avec Robbie Amell
frère ou cousin, je sais plus, de Steven. Je crois que c'est son frère. Son frère, hein, Steven Amell, qui jouait Hawkeye, pas Hawkeye, non, mince, Green Arrow. Green Arrow, merci, c'est un archer aussi. Green Arrow dans la série Arrow, justement, diffusée sur la CW il y a quelques années, et très bon acteur, je trouve, Robbie Amell. Beau gosse, mais qui se prend pas la tête à la Chris Hemsworth, un peu très sympa. Donc regardez Upload si vous avez l'occasion, c'est pas une mauvaise série, c'est diffusé sur Prime Video, et les 3 premières saisons sont dispo en ce moment sur la plateforme. Let's go. En ce moment dispo et en diffusion sur Disney+ en France et sur Hulu aux États-Unis via FX, c'est Shogun. Shogun, la saison 1 qui en est à son épisode 4 d'ici la diffusion de cet épisode en podcast. Shogun qui pose évidemment la question de son succès. Qu'est-ce qu'on fait avec un succès aussi retentissant critique, puisqu'on est toujours, je crois, à 99% sur Rotten Tomatoes, et a priori ça cartonne aussi en termes de vues, de ce qu'on a vu sur les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés en même temps. Est-ce qu'on aura une saison 2 ? Eh ben, a priori, pas des masses. C'est le Hollywood Reporter qui a interviewé les co-créateurs Justin Marks et Rachel Kondo, qui se trouvent être scénaristes, co-scénaristes, co-showrunners, co-créateurs, mais aussi mari et femme. Et oui, c'est un petit peu le carnet rose, l'information carnet rose. Et Justin Marks qui répond: on a emmené l'histoire jusqu'à la fin du livre, et on a mis un point final à la fin de la phrase. On adore comme le livre se termine, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu le faire, et on a terminé exactement à ce moment-là. Il faut savoir que eux, ils travaillent sur cette adaptation depuis 2018, et cette série, qui est en fait un remake d'une série de 1980, était dans les cartons depuis 2014. Donc ça a été super long en temps de gestation, ça a été aussi produit post-Covid, ça a été évidemment très compliqué. Alors, on nous explique que pendant 11 mois, ils ont travaillé sur la préparation et sur une espèce de bible de ce qu'était que le Japon, ce que c'était que le Japon féodal, et que donc ils nous disent que tout ça, ça pourrait être réutilisé éventuellement si quelqu'un s'intéressait à faire une autre série sur le Japon féodal, mais que eux, a priori, la saison 2 de Shogun, ils la feront pas parce que il n'y a pas de matériaux. Ils ont fini avec le bouquin de 1000 pages, s'arrête là où ils ont terminé les 10 épisodes de Shogun, et donc ils n'en feront pas d'autres. Mais ça laisse pour autant une possibilité de s'intéresser quand même à cette période et faire potentiellement une autre adaptation d'un autre bouquin pour plus tard. Du même auteur, on est d'accord, parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins sur le Japon. Ouais. Je me suis renseigné, mais de très très loin. J'ai vu que Shogun, c'est l'un de ses plus grands succès, mais je sais qu'il a écrit au moins une dizaine de bouquins sur le Japon féodal, sur justement cette période ultra intéressante. Et bon, bref, ça on verra, et c'est très bien, je trouve, cette décision de finir. C'est une mini-série, hein, finalement, c'est même pas une saison 1, en fait, on va appeler ça une mini-série, quoi. Alors ils nous l'ont annoncé quand même comme une série limitée, ce qui dans le jargon est quand même autre chose qu'une mini-série. C'est vrai qu'ils l'ont pas annoncé comme une mini-série. C'est ça. À une époque, on nous disait mini-série, c'est vraiment terminé, il n'y aura rien d'autre. Et maintenant, c'est plutôt série limitée pour nous dire que si ça marche, il y a peut-être une saison 2. Mais en réalité, ils ont adapté tout le matériau. Donc, ok. Et au-delà de ça, je trouve que c'est très bien que ce soit une série qui mette en avant justement des Japonais, vraiment Japonais. Et Hiroyuki Sanada, hein, c'est ça l'acteur principal, qui lui voulait absolument faire une série où le peuple japonais est représenté de la meilleure des façons, donc il voulait des acteurs japonais, des actrices japonaises, et même si c'est tourné en grande partie, dans mes souvenirs aussi, aux États-Unis, à Vancouver, au Canada, des pays justement anglophones, ça n'empêche que il y a un respect, tu le sens, de la culture japonaise, c'est super. Et ça m'étonne d'autant plus que les Américains soient extrêmement réceptifs, alors que en ayant regardé les 2 épisodes de Shogun, faut que je continue, c'est les 3/4 du temps en japonais, sous-titré en anglais ou français, quoi. On sait que les Ricains sont difficiles là-dessus. Chose à laquelle les Américains sont généralement très peu réceptifs. Voilà, donc franchement, tant mieux. Super. Et si ça peut permettre à d'autres séries de se développer dans le même genre, dans le même sens, c'est génial, quoi. Donc c'est potentiellement une très bonne nouvelle aussi pour les acteurs japonais qui pourraient aussi apprendre un petit peu plus à s'exporter de par le monde, puisqu'on sait que les acteurs japonais, bon, il y en a quelques-uns évidemment, hein, mais c'est de l'ordre d'une poignée en réalité, qui s'exportent à l'international. Hiroyuki Sanada en est un, Toshiro Mifune à l'époque du précédent Shogun en était un autre, mais c'est plus compliqué pour certains autres, et cette série-là peut permettre aussi à ces acteurs
d'exploser un petit peu plus sur la scène mondiale. Complètement, et pour finir là-dessus, pour l'anecdote, j'ai lu une interview de Hiroyuki Sanada dans Première, dans laquelle en fait il parle de son maître qui était Sonny Chiba, qui était un grand acteur et qui lui avait réussi à s'exporter à l'époque. Et en fait, le conseil que lui a donné Chiba à Sanada quand il était jeune, c'est exporte-toi en fait. Pars du Japon et justement développe ton art ailleurs quoi. Ouais. Et en fait c'est pour ça qu'on le voit partout maintenant dans plein de productions américaines, de Mortal Kombat à des séries comme Lost et aujourd'hui tu vois dans Shogun. En fait le mec est multi casquette quoi, et je trouve ça super. C'est super. Impeccable. Je me rends compte que c'est un épisode très très série puisqu'on va enchaîner avec une information de casting sur la saison 2 de The Last of Us qui est toujours prévue pour 2025. Ouais, je vais aller assez vite et je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est, comme tu l'as dit, une annonce de casting. La distribution de la saison 2 de The Last of Us s'agrandit avec l'ajout d'acteurs comme Dani Ramirez, Ariella Barrer, Tati Gabriel et Spencer Lord. En fait, ces acteurs-là, je vais pas donner le nom de chacun, mais pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ça va tout de suite leur parler. Ils font partie du groupe d'un personnage qui s'appelle Abby. Voilà. Personnage quand même second rôle et second couteau, mais très important quand même dans l'histoire et dans la narration du deuxième jeu vidéo de Naughty Dog, et j'ai très hâte de voir ce que peuvent proposer ces persos, qui auront chacun, je pense, leur moment de bravoure et leur moment d'importance dans la saison 2. C'est sûr. Cette annonce aussi permet de voir que ça avance pas mal du côté de HBO, du côté de Craig Mazin qui fait de plus en plus d'annonces. On l'avait dit il n'y a pas si longtemps, Abby justement, qui est le personnage peut-être le plus important de cette saison 2, a été casté. Donc voilà, ça avance. On aura sûrement des infos sur le tournage d'ici quelques semaines, quelques mois. Et ne vous attendez pas à voir la saison 2 débarquer avant 2026, parce que le temps que ça se tourne, le temps que ça se monte... pardon, 2025, excusez-moi. Le temps que ça se tourne, etc. Mais en tout cas, on a très hâte de voir la série, pour le rappel, qui est basée sur le jeu vidéo du même nom, The Last of Us, qui suit les aventures de Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique. Les infectés ont repris le contrôle, mais... l'humanité survit quand même toujours un peu, quoi. Voilà. Avec une moralité parfois un petit peu grise. C'est quand même beaucoup, c'est le jeu qui... Enfin, c'est c'est le jeu et la série zone de gris par excellence, quoi. C'est pas manichéen du tout. Pour les gens qui apprécient ça, c'est très bien. Encore plus dans la saison 2 et dans The Last of Us partie 2. Très curieux de cette très hâte de voir. C'est mon jeu favori de ces dernières années, quoi. Autre saison 2 qu'on a très très hâte de voir sur HBO également, c'est House of the Dragon, la saison 2. Jusqu'ici, on avait un certain nombre d'informations, on avait déduit que la saison 2 sortirait en juin. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait déjà dit que ça sortirait au début de l'été, puis on nous a dit que ça serait le trimestre prochain, et donc que ça pouvait pas être ni avril ni mai, et donc que ça serait juin. On a désormais la confirmation officielle. C'est dans une conférence de presse que J.B. Perrett, le chef de la division streaming et jeux de Warner Bros. Discovery, qui a confirmé l'information. Il a juste dit que ça arrivait en juin, sans date précise, puisque la date précise, elle va certainement arriver en même temps qu'un trailer. Étant donné que c'est juin, on peut s'imaginer que ce trailer, il arrivera courant du mois de mars, puisqu'en général, c'est plutôt 3 mois avant qu'on commence à vraiment augmenter la cadence côté promotion. Donc ça arrive très prochainement, en fait, l'air de rien. Très très hâte, j'ai très hâte, j'avais adoré la saison 1, je sais que toi t'es fan absolu. Ouais, complètement. Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire d'ici quelques temps, là ça va être super. Ça va être incroyable. Rappelons que t'as une chaîne perso, on en parlera aussi peut-être sur un de ces cas, mais t'as une chaîne toi perso sur YouTube où tu parles de ça en long, en large et en travers, et t'en parles très bien. Donc on en fera sûrement la publicité quand la saison 2 sortira. Le moment venu. Le moment venu. Alors parlons un petit peu des Oscars, puisqu'il s'est passé énormément de choses hier, au moment où on enregistre ce podcast en direct sur Twitch, et on a eu un petit peu l'information du palmarès, bien sûr, et la confirmation qu'Anatomie d'une chute allait être sacré. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit point sur le palmarès avant qu'on passe sur les brèves, très très brèves? Ouais, tout à fait. Non, comme tu l'as dit, c'était dans la nuit là, de dimanche à lundi, au moment où on enregistre le podcast. Je fais rapidement le palmarès. Comme on s'en doutait, Oppenheimer a quasiment tout raflé. Donc il a eu le meilleur film, le meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, le meilleur acteur pour Cillian Murphy, le meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr., la meilleure musique originale pour Ludwig Göransson. Donc déjà voilà, on est pas mal. Donc tout ça c'est pour Oppenheimer, je crois qu'il en a eu 7 ou 8, 7 dans mes souvenirs, c'est quasiment sûr.
Pour ce qui est de meilleur scénario original, Cocorico, Anatomie d'une chute de Justine Triet a décroché l'Oscar. On se doutait bien qu'il n'allait pas décrocher le meilleur film, hein. C'était très compliqué face à Oppenheimer, c'était un mastodonte Oppenheimer, mais ça fait plaisir que Justine Triet reparte avec une statuette méritée, parce que super scénario, incroyable film et super scénario. On a en meilleure actrice Emma Stone pour Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, extrêmement légitime, très mérité comme statuette aussi, film qui divise un peu, mais elle, sa performance est assez incroyable, donc c'était quasiment sûr aussi qu'elle reparte avec. Meilleur second rôle féminin, Davine Joy Randolph pour Winter Break, excellent film, excellent second rôle aussi dans le film d'Alexander Payne. Elle est super dans cette cantinière qui reste avec justement le prof et l'élève durant les vacances d'hiver dans ce lycée UP des États-Unis, voilà, alors qu'il ne se passe pas grand-chose et ils vont devoir apprendre à se connaître. Donc c'est excellent second rôle et c'est très mérité. Et je continue avec meilleur film étranger pour La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, film anglais en fait, c'est l'Angleterre qui défendait le film, donc c'est pour ça qu'il n'était pas nommé en meilleur film aux Oscars. Et je termine par le meilleur film d'animation qui a été remporté par Le garçon et le héron d'Hayao Miyazaki des studios Ghibli, au nez et à la barbe, j'adore dire ça, au nez et à la barbe de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui était donné, pas favori, mais qui pouvait repartir aussi avec une statuette. Et Miyazaki sort de sa retraite, dit je vais faire un film, il fait son film, il a un succès public, il a un succès critique, il repart avec un Oscar et il dit allez vas-y je continue, il va continuer à faire d'autres films. Je trouve ça génial, donc increvable, et il continue à avoir du succès même à son âge. C'est son deuxième Oscar après Le voyage de Chihiro, qui avait été évidemment lui aussi un succès public et un succès critique. Je rappelle quand même que je n'ai pas spécialement aimé Le garçon et le héron, mais une critique est disponible sur les chaînes, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce qu'on ne serait pas des professionnels du cinéma, on fait ça bien, voilà, mais en tout cas voilà pour le palmarès des Oscars. On vous invite à aller regarder des sites spécialisés pour regarder l'intégralité. On vous a fait les plus grosses récompenses. Très rapidement sur les brèves, les infos que vous ne verrez pas dans cet épisode, mais que vous verrez quand même un tout petit poil. On voulait vous mentionner 3 trailers qui sont sortis cette semaine avec Vice Versa 2, Le problème à 3 corps, la nouvelle série Netflix que personnellement je comprends pas trop ce trailer, et puis la série Fallout d'Amazon Prime Video qui, elle, pour le coup, me donne un peu plus envie. Je voulais parler aussi très rapidement du film Watch Dogs qui refait parler de lui puisqu'il a casté sa star en la personne de Sophie Wilde, mais aussi son réalisateur qui n'est autre qu'un Français, Mathieu Turi, dont on vous avait déjà parlé l'an dernier puisqu'il sortait Gueule Noire, et il est en train de travailler sur l'adaptation en série de Plague Tale, Innocence. Donc voilà, ça marche très bien pour lui en tout cas, donc très cool. Le remake de Twilight nous fait un petit peu parler de lui puisqu'on a appris cette semaine que ce serait une série animée désormais, pas une série live action, qui est une bonne nouvelle je pense. Dakota Johnson est un petit peu en délicatesse ces derniers jours de ce qu'on apprend, puisque Sony n'apprécie pas du tout qu'elle prenne la parole pour un peu défoncer son film Madame Web dont elle est la star. A priori c'est ce que nous dit le Daily Mail, que chez Sony on n'apprécie pas du tout ce genre de prise de position. Steven Yeun nous parle de la saison 3 d'Invincible, dont la saison 2 va se terminer là cette semaine. La saison 3 est d'ores et déjà dans les cartons, nous explique-t-il, et que l'objectif c'est surtout de faire en sorte que ça arrive plus vite que la saison 2 n'était arrivée. Il y avait eu un gros gap entre la saison 1 et la saison 2. A priori, on essaie de travailler pour que ça soit plus rapide entre la saison 2 et la saison 3. Enfin, Karen Gillan qui répète à nouveau qu'elle aimerait beaucoup jouer Poison Ivy dans le nouveau DC Universe, même une Poison Ivy qui serait potentiellement en couple avec Harley Quinn. Tout ça évidemment c'est un vœu pieux, mais on sait que Karen Gillan est très proche de James Gunn, donc ça pourrait potentiellement se faire. Voilà pour les informations très très brèves de la semaine. Rapid fire. C'est l'heure de ton point box-office, Adrien. Yes, point box-office assez court, j'ai choisi que 3 films. Le premier c'est Dune, deuxième partie, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a un budget d'à peu près 500 millions si on compte le marketing, donc il va falloir
carburer pour rentrer dans ses frais. Mais ça devrait pas trop poser de problème pour le film de Denis Villeneuve, puisqu'il a largement dépassé le cap des 2 millions d'entrées au terme de son deuxième week-end en France, avec un total de 2 255 332 entrées, ce qui surpasse le premier film de 664 000 entrées au même stade. En France, c'est le 4e marché mondial avec 19,4 millions de dollars, juste derrière les États-Unis avec 157 millions de dollars, le Royaume-Uni avec 24,8 millions de dollars et la Chine avec 20 millions de dollars. Le film a également accumulé 367,5 millions de dollars de recettes dans le monde entier à la fin de son deuxième week-end, ce qui le rapproche presque du total du premier film, 433 millions de dollars au même stade, et se dirige au même stade, au total, excuse-moi, et se dirige en fait le deuxième film vers un score final, comme tu l'as dit tout à l'heure, estimé à environ 700 millions de dollars. Il y a aussi cette précision du fait qu'une cible plus jeune se déplace dans les cinémas pour voir le film. Est-ce que c'est dû aux stars encore plus nombreuses dans le deuxième? Peut-être, on en parlera tout à l'heure, ça peut être lié. En tout cas, voilà, le film de Denis Villeneuve performe extrêmement bien et je me fais aucun souci pour sa durée de vie et sur l'enclenchement de Dune 3 dans les prochaines semaines officielles en tout cas. C'est clair. Je continue avec rien à voir, le film Chien et Chat, voilà, de Rin Kéressi, de la bande à Fifi, qui a franchi le cap du million d'entrées au terme de son 4e week-end en France, avec un total de 1 18 659 entrées grâce à sa très bonne performance en salle. Donc la comédie se porte très bien, notamment aussi avec Cocorico de Christian Clavier, avec Christian Clavier et Didier Bourdon, un peu dans la même veine de comédie bien franchouillarde qui font rigoler en masse. Je termine par, alors c'est un film qui n'est pas sorti en France encore, mais qui sort très bientôt, Kung Fu Panda 4, qui a fait un démarrage extrêmement solide aux États-Unis, avec 58,3 millions de dollars de recettes, en prenant la tête du box-office le week-end dernier. Donc en fait, il a battu Dune 2 quand même sur le box-office. C'est la meilleure perf depuis Kung Fu Panda 1. Donc il y a un regain d'intérêt pour la franchise. Kung Fu Panda, c'est vrai qu'il s'était un peu endormi depuis la sortie du 3, ça faisait assez longtemps que le 3 était sorti aussi. Pour Kung Fu Panda 4, c'est le meilleur démarrage d'un film d'animation sorti en dehors de la période estivale depuis la pandémie de Covid-19. Donc en fait, énorme perf du côté de comment Kung Fu Panda, Jack Black, etc. Et donc on a hâte de voir le produit en France, enfin, en tout cas le film, quand il sortira d'ici quelques semaines. Impeccable. Et voilà pour mon point box-office. Super ce point box-office. Bon, on a un gros sujet à évoquer avec vous. Alors ce sujet, il est évidemment lié à Dune 2, mais pas que. Vous le verrez. On vous laisse poser la question, pourquoi ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche d'une partie 2 alors que fondamentalement ça devrait pas à ce point? Enfin, du moins, est-ce que... On a beau se dire, l'air de rien, Dune, c'est compliqué. Dune, c'est de la SF, c'est de la SF verbeuse, c'est pas de la SF à la Star Wars, dans le sens où c'est de la SF qui a un côté très très philosophique. Alors ça veut pas dire que Star Wars n'en a pas, mais bref, qui a vraiment un message extrêmement politique, qui a vraiment beaucoup de choses à dire, et qui le dit parfois de manière un peu complexe, avec des mots un peu complexes qu'il faut un petit peu ingérer, tout ça. Et on se dit, mais quand on voit le succès d'une partie 2, on se dit, mais en fait non, les gens veulent voir ça. Et c'est un succès qu'on voulait mettre un petit peu en parallèle avec Oppenheimer, puisqu'on a l'impression que on est un petit peu dans l'avènement ou la confirmation de l'avènement des blockbusters d'auteurs, avec d'un côté Denis Villeneuve, de l'autre Christopher Nolan. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens se déplacent voir ces films-là, parce que c'est aussi la promesse d'aller voir la nouvelle production d'un auteur, que ce soit Christopher Nolan ou Denis Villeneuve, et pas forcément que ce qu'ils font et ce qu'est ce film. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est intéressant, il y a le côté déjà film d'auteur. Le côté blockbuster d'auteur, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les articles de cinéma. Christopher Nolan est un auteur de cinéma, Denis Villeneuve en devient un, si ça se trouve c'en est un maintenant, c'est devenu un auteur. Même si Villeneuve est moins connu pour ses dialogues que Nolan aime faire parler ses personnages. Denis Villeneuve, au contraire, il l'a dit très récemment, trouve que le dialogue
n'est pas forcément une bonne chose au cinéma, que la série télévisée aurait contaminé le cinéma avec trop de dialogue, etc. Ça, c'est autre chose. Est-ce que les gens vont voir, par exemple, Oppenheimer, Dune 2, des gros films comme ça, parce que c'est des films, je vais appeler ça des films de gros cerveau, en se disant, waouh, je vais aller voir un film intelligent, et en même temps, il y a du fric, une débauche de fric, et c'est bien fait, et donc je vais pas passer pour un con auprès de mes potes, et de mes collègues, et de mes amis, et de ma famille, etc., parce que j'aurais vu le dernier truc à la mode. Est-ce que, au contraire, Nolan, je prends plus l'exemple de Nolan, a trouvé la formule pour nous faire aimer des trucs compliqués. Et le mec le plus fort pour vulgariser des choses compliquées. Bon. Ça, c'est pareil, parce que Tenet, par exemple, il y a des concepts extrêmement compliqués et même lui s'est perdu. Je trouve aussi, Oppenheimer, non. Oppenheimer, c'est vrai qu'il y a des concepts extrêmement compliqués et ça se suit très bien. Je veux dire, on va pas non plus... Et pourtant, ça parle physique quantique pendant 3 heures, quoi. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à avoir d'avis précis et est-ce que c'est pas un effet de mode non plus. Enfin, tu vois, il y a pas un truc où Dune 2, on va le voir comme je l'ai dit juste avant parce qu'il y a du Chalamet, il y a du Zendaya, il y a du Austin Butler, il y a du Anya Taylor-Joy, il y a du comment elle s'appelle française, mince, Léa Seydoux, etc. Florence Pugh et tout. Est-ce que tout ça, le marketing aussi, ne pousse pas à aller voir ce genre de film? Est-ce que justement c'est pas une réussite de marketing plus qu'une réussite filmique? Même si je pense qu'Oppenheimer est une vraie réussite filmique, que Dune 2 non, mais ça c'est un avis perso. Alors, bon, il y a deux choses, parce que effectivement les deux films sont deux francs succès commerciaux. On verra évidemment si Dune 2 fera aussi bien qu'Oppenheimer. A priori les prédictions disent que pas forcément, mais en tout cas succès commercial c'est évident, succès public aussi, succès critique également, tous les deux. Et c'est vrai qu'on peut les mettre tous les deux sur un pied d'égalité, parce que tu as parlé du casting long comme le bras d'une partie 2, mais c'est exactement le cas aussi d'Oppenheimer, qui enchaîne presque encore plus les stars. Et donc forcément, ça donne tout de suite une aura, un poids à ton film, et ça aide évidemment énormément dans une phase de promotion, et c'est aussi pour ça que Legendary et Warner ont décalé Dune 2 plutôt à mars, pour éviter que la grève des acteurs muselle tout ce beau casting qui a tant battu le rappel dans la promotion ces dernières semaines. Mais pour toi c'est ça? Pour toi, c'est le casting qui déjà. Non, je pense que c'est un des éléments. Le produit d'appel, quoi. Enfin, le truc vraiment qui. Je pense que c'est un des éléments, mais le fait que les jeunes cinéphiles se soient plus rués voir Dune 2 que Dune 1 doit certainement en faire partie de ces éléments-là, puisque les jeunes, ils sont aussi... Sauf tu dis les jeunes, hein, fais gaffe. En l'occurrence, on fait encore partie de la cible des jeunes pour les studios, puisque c'est 18-35 pour eux, pour l'instant, on en fait encore partie, mais c'est surtout que ces jeunes-là, ils sont aussi plus attrapables via certains réseaux sociaux, et certains réseaux sociaux qui ont été particulièrement bien ciblés, j'ai trouvé, par Warner, notamment sur un certain nombre d'événements, d'interviews, etc. Je sais pas toi, mais moi sur TikTok, j'ai été abreuvé de contenu Dune pendant des semaines. Mais c'était too much et c'était n'importe quoi. On reprochait à Dune 1 d'avoir des pubs pour parfum à l'intérieur du film. Le marketing, en fait, a transformé la promo de Dune 2 en pub pour parfum à grande échelle, en fait. Il y a des trucs où vous étiez devant la Tour Eiffel, c'était ridicule au possible. Ça a été détourné, en fait, c'est devenu des mèmes. Il y a cette vidéo promo que je t'avais envoyée l'autre fois où Zendaya et Chalamet offrent du popcorn à une meuf avant de rentrer dans la salle de cinéma. J'appelle ça un rêve fiévreux. Hein, c'est trop bizarre. Et en fait, ils vont trop loin dans le marketing. Après, ça marche. Et ça marche, voilà. C'est pas pour rien que le budget est énorme aussi, hein. Je pense que. Et tu vois, ça c'est un truc. Moi, pour moi, ces films-là et Oppenheimer, parce que je l'ai vu dans le chat, a aussi bénéficié du coup marketing qui a été Barbenheimer. Que Barbie et Oppenheimer soient tous les deux sortis en même temps, forcément ça a aidé. Et c'est la première fois qu'on avait vu vraiment un truc un peu comme ça, qui était aussi un marketing qui tirait les deux vers le haut.
marketing qui a un peu pâti d'ailleurs à Mission Impossible 7, puisque c'est un peu le dindon de la farce dans cette histoire. Mais tout ça pour dire que il y a une propension marketing ces derniers temps à réussir à monter en épingle des sorties de films événements qu'on n'avait plus trop connus depuis un certain temps. Moi, le dernier film vraiment événement que j'ai en tête, pour moi, c'est Avengers Endgame. Ouais, ou No Way Home peut-être. Peut-être. Ah ouais, No Way Home aussi, ça a raison. Qui avait eu un truc un petit peu de secret autour du film. Oui. C'était un autre marketing. C'est autre chose. C'était un marketing, faut pas dire ce qui se passe. Parce que c'est ça. Voilà. Et donc ça te pousse à aller voir le film ouais. en avance. Je vois dans le chat, et Barbie ça a bien fonctionné aussi, et rappelons-nous aussi Titanic, et etc. En fait, Barbie, évidemment que c'est un énorme film. Il a rapporté plus qu'Oppenheimer, Barbie, au box-office. Le sujet de ce soir, il est pas sur ce genre de film. Alors, on va me dire, voilà, Barbie, c'est un film d'auteur, gars, et tout. C'est un film qui exploite une licence de jouets. J'ai plus de mal à le considérer comme un film d'auteur. J'aime beaucoup Greta Gerwig. Greta Gerwig, au demeurant, est une réalisatrice et une scénariste que je considère comme une autrice plutôt, enfin auteur avec un E. Il n'y a aucun souci sur ces autres films, il y a pas de souci. Barbie, j'ai un peu plus de mal à voir le produit comme quelque chose de très poussé et qui peut ramener les foules au-delà de ce qu'est... dans quoi je me suis embarqué, il faut que tu m'aides là. Non mais en fait, moi je pense que ce qui est super intéressant, c'est le côté événementialisation d'une sortie de film. Mais alors, excuse-moi, je me perds, attends, j'ai retrouvé mes pensées, mais ouais, vas-y. En gros, ce que je veux dire, c'est que Barbie, il y avait une évidence. Oui. C'était logique que ça marche. Oui. Alors ça aurait pu ne pas fonctionner, tu vois. Oui. Mais pour moi, il y avait une logique. Bon, c'est Barbie, Margot Robbie, Ryan Gosling, Ken, Barbie, Billie Eilish à la musique. Oui. Bon, ça va à cartonner. Il y avait un côté produit tellement bien usiné. Calibré. C'est calibré de fou, ça va directement dans la cible. C'est dans tes mirettes. Et en plus de ça, ce film, ce qu'il a réussi et qui est incroyable, c'est qu'il a réussi à plaire à peu près tout le monde, dans le sens où il a non seulement chopé sa cible, mais en plus il a chopé des gens comme nous deux, qui a priori n'étaient pas forcément le cœur de cible, et pour autant on a réussi à y aller parce qu'en fait le film était beaucoup plus intelligent que ce qu'on croyait à la base. Bien sûr, beaucoup plus intelligent. Je dis pas que c'est un grand film non plus. Non. À l'époque, j'étais sur la réserve à l'époque de la critique aussi, mais ça reste un bon film. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le produit est calibré. On l'a vu, on l'a aimé, on l'a pas aimé, mais on l'a vu. Oppenheimer, à l'époque, rappelez-vous, c'était pas fait non plus. Rappelez-vous que Christopher Nolan sort de l'échec de Tenet juste avant. Il sort de l'échec de Tenet qui a été un four. Alors, il y en a qui vont justifier ça en disant que c'était le Covid, c'était le premier mec qui a justement eu les coronas de sortir un film juste après la pandémie, certes, mais Tenet, c'est un four. Il sort Oppenheimer, on se dit, oh putain, attends, le sujet est intéressant. Film de 3 heures. Certes, il y a des stars, mais il y a du noir et blanc. Ça parle de physique quantique dans un monde où il y a une guerre possiblement nucléaire. C'est pas non plus le truc où tu te dis ça va rameuter les foules, quoi. Et pourtant, tu sors pas au Japon non plus. Et tu sors pas au Japon, je sais pas si c'est le plus gros marché non plus, mais voilà. Il y a quelque chose d'assez unique et d'assez intéressant de se dire, les gens se sont déplacés, mais pour quelle raison? Et je te redonne la parole, excuse-moi, mais c'est particulier, quoi, ce genre de... Mais, en fait, c'est fou parce que là, cette discussion, vous vous doutez bien qu'on va pas arriver avec une réponse définitive sur pourquoi les gens sont allés voir ces films. Hein. Non. On se pose des questions. Et on vous pose aussi la question, c'est pour ça qu'on attend aussi vos commentaires. Mais l'idée, c'est que... pour moi, je pense qu'il y a un truc qu'ils ont réussi à trouver. C'est une machine qui est difficile à huiler, la sortie d'un film. Sinon, tous les films seraient des cartons. Mais là, en l'occurrence, il y a l'accumulation de facteurs qui font que tu peux y croire quand même. T'as un nom de réalisateur qui commence à être vraiment très connu, très primé, l'air de rien. Qui est connu pour ses réalisations de talent. Donc là, ça parle des deux, Nolan et Villeneuve. Il y a un casting qui t'envoie des étoiles plein les yeux, puisqu'on l'a dit il y a quelques semaines, il n'y a plus vraiment de stars seules qui sont capables de faire sortir les gens de chez eux et d'aller au cinéma. Donc là, comment on fait? On chope
énormément de stars. Et du coup, t'as des gens qui vont aller voir Dune 2 pour Chalamet, mais t'en as d'autres qui vont aller voir pour Javier Bardem, t'en as d'autres qui vont aller voir pour Léa Seydoux, j'en sais rien. Et tu vois, donc forcément, ça rameute un petit peu plus. T'as un casting intergénérationnel aussi. Aussi, c'est hyper important, je pense. Dans Dune 2 plus que dans Oppenheimer. Ouais. Complètement. Et donc ça aide énormément. La troisième chose, c'est que t'as l'impression que c'est des sorties où il n'y a que ça à voir au cinéma à ce moment-là. Et ça, je ne sais pas comment ils réussissent à faire ça, parce que autant Dune 2, c'était vraiment le premier film événement de l'année, autant Oppenheimer, ça faisait quand même un petit moment qu'il y avait des choses en salle de cinéma à ce moment-là, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, t'as l'impression que ça occulte un petit peu tout ce qu'il y a, et donc ça en arrive à mon quatrième point, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille qui fait que, comme le dit Anthony, je vais moins au cinéma aussi, et je pense que les gens aussi vont moins au cinéma, parce que la vie ça coûte cher, le cinéma ça coûte cher, et donc forcément dans une période d'inflation, tu fais attention à ce que tu vas voir au cinéma. Et le fait que tout le monde soit en train de te parler de ce film-là et de pas un autre, ça doit aider énormément à ce que ces films-là réussissent à concrétiser leur statut de film événement. Je pense. Non, mais je suis entièrement d'accord. Il y a un côté marketé parfaitement, en fait, pour ces films-là. C'est ce qui se dit dans le live, hein, mais c'est bien, vous commentez beaucoup. C'est super intéressant. Vos retours sont excellents parce qu'on a tous des réflexions faites autour de ça, et comme tu l'as dit, on n'a pas la réponse. D'ailleurs, c'était ce que disait c'était Nicolas Seydoux, je crois, c'était pas Jérôme Seydoux, mais qui dit ça de Pathé Gaumont, qui disait justement, si on avait la recette, on le ferait tout le temps. Bien sûr. Il n'y a pas de recette, quoi. Ce qui est intéressant aussi avec ces mecs-là, plus avec Nolan qu'avec Villeneuve, mais ça commence à le devenir avec Villeneuve, c'est que ces mecs-là sont les nouvelles stars, et tu peux faire venir plein de gens sur le nom de Nolan, et il peut avoir un casting inconnu. Oui. Sans aucun souci. Oui. Prends Tenet, à part Pattinson, qui est connu dans Tenet à l'époque. Pas grand monde. John David Washington, certes c'est le fils de Denzel Washington, mais personne ne le connaissait. Elizabeth Debicki, personne ne la connaît, etc. Il y a que... Et pourtant il arrive à ramener quand même un peu de monde sur son film. Villeneuve, il s'est pas fait chier, il a pris tout le monde, quoi. Mais c'est une question intéressante parce que est-ce que je parle à la place des studios, est-ce que les studios se sont dit, bon, maintenant, on va essayer de retrouver un truc un peu à la Hitchcock à l'époque, un peu à la Kubrick, où on donnait les pleins pouvoirs à ces types-là, à ces réals-là, qui sont plus que des réals, en fait, et c'est un truc un peu nouvelle vague, justement, qui avait été lancé à l'époque par Truffaut, par Godard, justement, le côté auteur, en fait. Le réalisateur est un auteur, quoi. Est-ce que le cinéma américain essaye pas de se racheter une conduite, essaye pas justement de se départir un petit peu de ce côté blockbuster, un peu neuneux, un peu à outrance, etc., pour produire des choses. Faudrait regarder, on l'a pas fait là, mais tu vois, faudrait regarder les succès blockbusters des étés précédents, mais tu remontes sur 10, 15, 20 ans, tu vois la qualité du produit, en fait. Est-ce que c'est du Fast and Furious ? Est-ce que c'est plus côté Oppenheimer, tu vois ? Est-ce qu'on est plus sur un produit plus intelligent qu'un autre ? Ça serait intéressant de voir au fur et à mesure si on donne pas plus de place à des blockbusters intelligents. Ou est-ce qu'on a de la chance et on a de plus en plus de réalisateurs intelligents qui arrivent à mener leur barque et à produire des films. Je pense que c'est plus ça. Il y a un côté, il y a toujours eu des réalisateurs qui s'étaient fait un nom et qui réussissaient à attirer des gens au cinéma par leur simple nom, et que tu ne t'intéresses pas vraiment à ce qu'il y a dans le film avant de savoir que c'est le nouveau Spielberg. Tu vois, à une époque... Spielberg, maintenant c'est plus le cas, tu vois. C'est ça. À une époque, et maintenant il l'a un peu perdu, les gens allaient voir le nouveau Spielberg, peu importe ce que c'était. Maintenant c'est plus le cas. Il y a qu'à voir The Fabelmans, qui est un excellent film que nous on a adoré, mais que peu de monde est allé voir, enfin pas assez de monde est allé voir. Donc il a un petit peu perdu de cette aura-là. Tarantino ne l'a pas encore perdu. Il y a ce côté-là,
peu importe ce qu'il a à dire et ce qu'il a fait, les gens vont aller le voir. Et à l'heure actuelle, c'est le cas de Nolan, c'est le cas de Villeneuve, c'est le cas... Bah, c'est difficile à dire, mais à une époque, c'était Scorsese encore. Ouais. Scorsese, c'est difficile à comparer maintenant, puisque ces films sont pas forcément tous sortis au cinéma dernièrement. Donc il y a encore des réalisateurs comme ça qui réussissent à faire parler sur leur simple nom, et derrière, quand tu rajoutes aussi toute cette conjonction-là de 1, le film est réussi, 2, la critique suit, 3, le public aussi, bon, bah ça fait des étincelles, et c'est vrai que moi, ce que je trouve dingue aussi, et c'est ce qui me surprend le plus avec le cas Dune 2 par exemple, c'est que t'as l'impression que si tu n'es pas allé voir ce film dans la semaine de sa sortie, t'as raté ta vie. Ouais, alors ça me saoule par contre. C'est surprenant, oui, et au-delà de ça, moi ça me saoule. C'est-à-dire que... C'est incompréhensible pour moi. Je sais pas pourquoi, parce que... c'est un film, comme tu l'as dit, un peu pas retors, mais il y a un côté où... Si t'as pas le glossaire, si t'as pas le truc, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, si t'as Dib, pas vu machin... le premier, laisse tomber. Bon, si t'as pas le premier, tu laisses tomber, mais au-delà de ça, tu fais... Et c'est une épopée de 5 heures. 5h30 même, je sais plus, si tu comptes les 2 films, quoi. Ouais. C'est beaucoup. C'est-à-dire s'il faut s'accrocher, accroche-toi à ton slip, hein, si tu veux être dedans. Et si tu n'aimes pas le premier, tu vas pas aller voir le deuxième. Moi, je me suis forcé, mais normalement, j'aurais pas dû regarder le deuxième, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce truc d'injonction à... Hey, il faut voir le film, hein. T'as vu, c'est quand même épique, non, colossal et jamais vu, quoi. Et tu fais, non, ça n'a jamais été ça, Et je reproche pas aux gens d'aimer le film, c'est pas ça. Non. C'est juste exactement ce que tu viens de dire, genre, arrêtez de me mettre la tête face au film. Je n'ai pas forcément envie de le voir, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des forceurs. En fait, il y a un côté forceur, quoi. Oui. Mais là, on dérive, c'est autre chose. C'est le but du marketing. Après, ça veut dire que le marketing a fait son job. Si le marketing, en fait, d'un coup, transforme les gens en zombies qui disent il faut absolument aller voir le film et tout, et tu fais ouais, bon, en fait, ils ont gagné et c'est bon. Non, à partir de ce moment-là, j'aime bien me faire mon avis sur un film. Si je suis hypé, je suis hypé. Si je suis pas hypé, je suis pas hypé. Mais c'est juste, faut pas faire les forceurs, quoi. Et en même temps, t'as toujours cette réflexion de potes qui te disent ça. Moi, quand on me hype trop un film, je n'y vais pas. Oui. Tout le temps, mais toi aussi le premier, j'imagine de temps en temps ça te le fait, etc. Oui, bah bien sûr. Donc en fait, ça peut avoir l'effet inverse. J'ai l'impression que Dune, c'est pas le cas. Non. J'ai l'impression que Dune, ils ont trouvé la limite et ils sont sur la ligne. Mais on en parlait la semaine dernière, t'as l'impression que tout le monde est absolument tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Et donc on a parlé de notre avis la semaine dernière, donc je vous renvoie là-dessus. Mais c'est ça qui est le plus surprenant pour moi, parce que pour moi, tout le monde devrait pas aimer ce film. Parce qu'il est trop compliqué pour qu'il soit si peu clivant. En fait. Compliqué, là on fait pas du mépris, hein. C'est pas ça. Non, c'est pas traiter les gens de cons. Hein. C'est... Pour moi, il y a un truc fondamentalement de complexité qui fait que le film devrait être clivant. Et il ne l'est pas, et ça me surprend énormément. Dans le sens où tout le monde est d'accord. Bon, on a vu quand même avec notre critique, alors certes, il n'y a pas non plus des milliards de commentaires, mais on a vu qu'il y avait des gens qui étaient d'accord avec nous. Donc ça nous a un peu rassurés. Oui, parce qu'on avait... J'ai regardé la critique sur YouTube, le nombre de pouces en bas, c'est la vidéo qui a le plus de évidemment, pouces en bas, quoi. Non mais voilà, ça en dit long aussi sur tout de suite, non c'est mort, vous avez tort. Bien sûr. Mais il y a quand même des gens qui prennent le temps de dire oui, je suis d'accord avec vous. Comme il y a des gens qui prennent le temps de dire qu'ils sont pas d'accord. Et tant mieux. Il faut les deux. Mais moi, ce qui m'étonne avec ce film tout particulièrement, c'est le concert unanime de louanges qu'il y a autour. Alors que... Enfin, moi ça me surprend énormément. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Bah pareil, on va pas passer 1000 ans à en parler, mais moi ça m'étonne. Est-ce que c'est un cas inédit? J'essaie de me rappeler d'autres films comme ça, où tu vraiment... vois, Avatar, qui a été un succès historique, avait ses détracteurs. Oui, voilà. Et personne te disait, il faut absolument le voir, tu vois, c'est une révolution. Si, Raphaël. Moins le 2 en tout cas. Alors, moins le 2, mais je te parle d'Avatar 1 en 2009. Premier, les gens te disaient tous qu'il fallait aller le voir. Et à l'époque, c'était Titanic aussi. Oui, mais c'est justifié. Voilà, non, mais tu vois, il y a ce truc-là. Il y a toujours eu des films qu'il fallait absolument avoir vus. Si on peut parler éventuellement d'un exemple français, Bienvenue chez les Ch'tis.
Bien chez les ch'tis, c'est le film dont tout le monde te parlait. À la télé, on te parlait aussi parce qu'il battait des records. Et bon, bref, c'était sempiternel. Mais il y a aussi ce truc-là qui fait que c'est... Ou Intouchable, Intouchable c'était pareil, tu vois. Ouais, exactement. Intouchable, je l'avais vu en Projo Press à l'époque. J'étais très content parce que j'avais zappé la hype. Donc je l'avais vraiment vu en avant-première. Et donc en fait j'ai vraiment découvert le film. Oui. Avant qu'on me dise regarde, c'est l'un des films les plus drôles. Quoi. Oui. Parce qu'il y a et après aussi... j'ai fait, mais en fait, à l'époque, le film est très bien, le film est très drôle et je me suis marré. Et moi j'ai été le premier à en parler. Mais ça c'est marrant parce que tu changes de vision. Ah bah bien sûr. Quand tu l'as vu avant ou quand tu l'as vu après la hype. Quoi. Et le bouche à oreille c'est ça. Et on en parlait encore là en point box-office la semaine dernière. Je sais plus comment il s'appelle ce film avec Glenn Powell et Sydney Sweeney. Tout sauf toi. Tout sauf toi, le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui a transformé le film. Alors le film, ce n'est pas évidemment un film d'auteur, hein, loin de là. Même si apparemment il se targue d'être une adaptation de Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. Mais au-delà de ça, c'est un film, sans le bouche à oreille, il ne fonctionnerait pas. Donc en fait, le public, et c'est ça qui est génial aussi, ça prouve que le public fait tout un film. D'une deux, on aura beau te dire c'est colossal et jamais vu, si le public il dit merde, le public il dit merde, il y va pas. Et voilà, c'est tout, le film se casse la gueule. Exactement. Ils en sont conscients, les studios, les réalisateurs aussi, Nolan et Nolan c'est un pari hein, quand il fait Oppenheimer, il le sait. Bien sûr. Nolan il est pas con, il sait très bien que voilà, mais il a les coups des franches parce que c'est Nolan, parce que le mec, qu'est-ce qu'il en a à foutre, il est réalisateur et autant se faire plaisir, il a bien raison. Il a pris un risque, ça a payé, donc maintenant il fait ce qu'il veut. Et là, je te donne l'exemple inverse, c'est Damien Chazelle. Damien Chazelle, on lui a filé énormément de thunes il y a 2 ans en fait, pour faire Babylone. Il fait Babylone qui pour moi est un excellent film, genre voire même un petit chef-d'œuvre je trouve, et on en reparlera dans les années, ça deviendra le film culte de beaucoup de gens, c'est sûr et certain. Là je fais le Madame Irma, mais vraiment. Et pour moi, sauf que Babylone est un four. Babylone, c'est un flop total et qui a retrouve en difficulté là. Sous-performé. Et donc là, depuis, Damien Chazelle dit, évidemment, on me refilera jamais un budget comme j'ai pu avoir sur Babylone, et je vais devoir réfléchir à ce que je fais après. Sûr. Donc maintenant, en fait, il est un peu, entre guillemets, dans la merde, et il est plus en odeur de sainteté, comme en 2016, quand il sort La La Land, et c'est le roi du monde, en fait. Donc tu peux tomber aussi de très haut, et on peut considérer Damien Chazelle comme un auteur un peu à Hollywood aussi, parce qu'il propose des choses un peu à contre-courant de ce qui est... Oui, mais qui était sur une trajectoire un peu similaire à celle de Nolan et Villeneuve, et qui, au lieu d'enchaîner les succès, s'est cassé la gueule avec Babylone. Il a vu trop gros peut-être. Il y en a un autre dans le même genre, c'est Jordan Peele, qui, quand on est au début de son parcours, de ce stade-là, où il grimpe en termes de budget, et où il pourrait continuer et sur cette pente-là. Bien sûr. Bien sûr, Jordan Peele, pareil, ça peut être compliqué, il faut qu'il fasse attention, quoi, mais tout à fait, complètement. C'est ces mecs-là, et je trouve ça génial, parce que tant mieux qu'on ait des réalisateurs comme ça qui tentent des choses. Je préfère 1000 fois un Damien Chazelle qui se pète la gueule, qui a un produit calibré, nul, justement. Oui, bien sûr. On en parle toutes les semaines de ces trucs à la Marvel, qu'on se mange tout le temps dans la gueule. Tout à fait. Moi, je veux des mecs qui tentent des choses et des meufs qui tentent des choses. Barbie, encore une fois, je dis Barbie, ça tente quelque chose. C'est juste que sur le côté marketing, c'était du pain de béni, quoi. Mais il y avait ça avait tout pour plaire. Voilà. Et moi, ce que avec Glenn Powell et Sydney Sweeney. Non, sauf toi. Merde, putain, je me suis trompé. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Barbie, c'est que ça a essayé d'être un petit peu plus que juste le produit calibré que ça aurait pu être. Simplement. Oui. Et heureusement, mais Donc voilà pour la discussion, mais... On attend vos commentaires à ce sujet. Si vous faites partie des gens qui se sont fait hyper la tronche par Dune 2 et vous y êtes allés, et en fait, dites-nous pourquoi vous êtes allés voir Oppenheimer et Dune 2. Quel a été le facteur qui vous a convaincu? Ça nous intéresse vraiment parce que il y a des succès parfois qu'on s'explique pas, il y a des succès qui sont évidemment rétrospectivement, mais il y en a d'autres où... Voilà, c'est très cool que ça fonctionne, mais parfois on n'a pas toutes les réponses. Voilà. C'est l'heure du radar des sorties qui va être très court cette semaine, puisque je vous ai trouvé que des sorties streaming d'intérêt, et encore pour certains. La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, ça sort le 13 mars sur Canal+. C'est la Nonne 2 en fait, dans l'univers de Conjuring, pour les gens qui aiment bien se faire peur avec cette figure
très étonnante qui est celle de la nonne. Le 14 mars, j'ai la saison 2 partie 2 d'Invincible, du coup la série animée adaptée du comics de Robert Kirkman. C'est le 14 mars sur Prime Video en exclusivité. Et le 15 mars, je vous propose Mystère à Venise, Hercule Poirot avec Kenneth Branagh et toute une flopée de stars, tu vois, là-bas typiquement. Ribambelle de stars, mais pas forcément un énorme succès. Non, c'est vrai. Mais peut-être aussi pas énorme, pas excellent film non plus. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous aimez Hercule Poirot, si vous aimez Agatha Christie, Mystère à Venise, c'est sur Canal+ dès le 15 mars, et c'est tout ce que j'avais à vous sélectionner cette semaine. On va faire rapidement nos petites recos. Est-ce que tu veux garder ta reco pour la semaine prochaine ou tu enchaînes? Je peux la garder pour la semaine prochaine si tu veux. Ok, bah écoute. Comme ça, on a déjà 1 heure d'émission, c'est pas mal, on terminera d'ici quelques minutes. Je vous fais rapido du coup ma reco, mon avis en tout cas sur Avatar, le dernier maître de l'air. Une série Netflix en 8 épisodes pour cette saison 1, puisqu'on le sait désormais, vous avez écouté les brèves, il y aura une saison 2, une saison 3, qui adapte du coup ici la saison 1 du show originel animé de Nickelodeon, qui l'adapte quasiment trait pour trait. Je crois qu'il y avait 20 épisodes sur la saison 1, là il y en a 8 ici, donc on nous dit c'est pour... voilà, il y aura un petit peu plus d'espace pour développer les personnages, c'est faux. Hein. Il n'y a pas plus de développement de personnages. C'est une série qui est relativement qui est relativement fidèle à l'œuvre originale. Qui du coup pour les gens qui ont vu la série animée se justifie assez mal en fait, puisque bah si t'as vu la série animée, pourquoi est-ce que tu irais revoir la même chose? Bon, je me la suis fadé quand même, hein, ces 8 épisodes. Honnêtement, ça joue pas super bien. Les gamins font le taf, mais bon, sans grand plus, on fait acte de présence, rien de plus. Le commandant Zhao est horrible dans son jeu. Honnêtement, c'est un peu risible par moment. C'est relativement bien réalisé d'un point de vue effets spéciaux. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ça, par contre, c'est un truc à noter. Ouais, c'est vraiment à noter, puisque bah, l'utilisation des éléments se décante vraiment bien. Parfois, c'est un peu étrange. Genre, on numérise totalement la figure de Aang, donc le personnage principal, alors que t'as un acteur, pourquoi tu l'utilises pas? Bon. C'est un peu étonnant, mais écoute, okay. La plupart du temps ça fonctionne bien. Très franchement, ça va. En termes de design aussi, parce que c'est un voyage, c'est une épopée, donc on voyage vraiment d'île en île et on visite beaucoup ce monde-là, donc ils ont vraiment fait l'effort de présenter tout ça. Moi, il y a un truc qui me gêne côté effets spéciaux, c'est l'utilisation systématique du volume et que tu vois sans arrêt dans l'arrière-plan. C'est un truc qui va finir par me gêner dans toutes les séries qu'on voit récemment, parce que là pour le coup tu vois bien qu'ils font l'effort sur l'avant-plan, mais tout l'arrière-plan en fait c'est un background animé quoi. Donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, hein. C'est les productions actuelles qui veulent ça. Est-ce que c'est parce qu'ils le font mal? Parce qu'il y a peut-être des prods qui le font mieux sur le volume. Peut-être. C'est possible. En tout cas, t'es content quand ça revient sur des décors naturels. Les décors naturels qui doivent être à peu près que des forêts, je crois, dans cette saison. Mais bon, bref, tout le reste, c'est à peu près... Il n'y a même pas de flotte? Même pas de mer, un petit peu? Ils sont pas sur... Oui, il y en a, hein. Mais c'est pas des décors naturels. C'est des effets numériques, la plupart du temps. Mais tout ça pour dire que, bon, si vous connaissez pas Avatar, le dernier maître de l'air, et que vous avez la flemme de regarder le dessin animé, peut-être que ça vous mettra dans ce monde-là et que ça vous intéressera. Honnêtement, si vous êtes fan de l'animé, ça ne sert à rien de regarder la série, puisque vous avez aussi bien fait de re-regarder la série animée qui est meilleur, très honnêtement. Donc voilà. Mais sinon, c'est évident que c'est bien mieux que le Shyamalan, sans grand mal, hein, bien entendu. Alors, mais voilà. Raté dans sa carrière. C'est ça. Mais bon, donc c'est pas une grande reco, hein, vous l'aurez compris. C'est pas non plus une bouse finie. Ok.
Ok, mais je ne regarderai pas. Non, je pense pas. Ouais, honnêtement, je pense que c'est pas la peine que tu regardes ça. Voilà pour les recos. Oui, t'as regardé One Piece ou pas sur Netflix? Non, j'ai pas regardé One Piece encore. Ah, mais tu vois, regarde One Piece plutôt. Ouais, bah alors pour One le Piece, coup, moi j'aurais l'effet inverse, c'est que moi je connais pas One Piece donc. Eh bah ouais, mais tu vois, je pense que tu vas kiffer. Ouais. Carrément. Bah, je regarderai ça en C4. Yes. oui. J'ai tellement de recos en retard que. Bref. C'est la fin de cet épisode 38 de Pop News. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était comme d'habitude un grand plaisir, comme toutes les semaines, sur twitch.tv/P0PNEWS à 20h30, mais aussi tous les mercredis dans vos oreilles sur les plateformes de podcast et sur vos beaux yeux, dans vos rétines. Sur Dailymotion et sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à balancer un max de commentaires, un max de likes, un max d'abonnements si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes toujours là, parce qu'a priori vous aimez bien cette émission. Donc revenez et activez la petite cloche comme on dit. Hein. Bref, c'était un grand plaisir. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine. Et puis d'ici là, ciao tout le monde. Salut à tous.